Toutes et à tous et bienvenue dans Actu en 7. C'est parti pour l'actualité de la semaine, l'analyse, le commentaire de nos invités. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau Abdou Karim Diarra. Il est journaliste, rédacteur en chef du quotidien Le Témoin. Bonjour Abdou Karim Diarra. Bonjour. Nous avons également sur ce plateau Abdou Karim Diakhaté. Il est journaliste également, directeur de publication du magazine Tchad Vision. Bienvenue. Bonjour, Mamanta. Voilà, sans plus tarder, nous allons parler des inaugurations, disons les inaugurations du tronçon Diamniadio AIBD Sindia et puis également de l'inauguration du central solaire, voilà, donc de la centrale solaire de Bokhol, communication désastreuse ou parfois manipulatrice de l'État. Nous allons y revenir dans ce débat avec nos très chers invités. Alors, Abdou Karim Diarra, nous allons démarrer avec vous, avec les infrastructures routières. Celle donc inaugurée la semaine passée avec le chef de l'État Macky Sall, donc l'État du Sénégal qui a injecté un budget de 69 milliards également donc avec la coopération donc chinoise et l'entrepreneur Gérald Sénac qui a injecté donc qui a assuré 23 milliards. Alors quelle lecture faire de ce projet? Oui, en fait ce projet est une continuation du premier acte posé entre Dakar et Diamniadio. Maintenant, comme il y a le point focal de l'aéroport international de Dakar, il fallait coûte que coûte amener le tronçon jusqu'à Aïbédi et continuer jusqu'à Sindia. Et c'est deux jalons. Et le premier, je crois, jalon a été un accompagnement avec EFAGE, l'État du Sénégal, et le Aïbédi Sindia, je crois que ce sont les Chinois qui ont réalisé cela. L'un dans l'autre, je crois que c'est une bonne dynamique qui est en train d'être continuée par rapport à une sorte d'aménagement du territoire, parce que au-delà de la jonction turquoise, il y a l'autoroute Ila Touba, et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement économique sans une densification des infrastructures. Et je crois que cette dynamique, il faut la saluer, il ne faut pas faire la fine bouche. Mais maintenant, le problème que les Sénégalais n'ont pas encore apprécié, c'est le coût, la cherté du péage. Parce qu'en fin de compte, de Dakar à Sindia, l'automobiliste va débourser 3 000 francs. Et j'avoue qu'à ce niveau-là, c'est trop cher, c'est trop élevé. Il appartient à l'État. Et je crois que le chef de l'État a eu à se bagarrer un peu avec EFAGE pour diminuer le coût, parce que le coût, il y a une diminution de 800 francs. Et finalement, c'est tombé à 3 000. Mais je crois qu'il y a des efforts. Il y a des efforts qu'on doit pouvoir faire pour diminuer, parce que nonobstant tout cela, le niveau de fréquentation de l'autoroute à péage a explosé. En fait, si on avait tablé sur un chiffre précis, ce chiffre a été multiplié par 3 aujourd'hui. Donc, par rapport à cela, je crois qu'on doit arriver à un aménagement où les citoyens, les automobilistes qui vont prendre l'autoroute à péage puissent se retrouver avec un prix vraiment abordable, qui est dans la sous-région. Si on compare des pays comme le Maroc et d'autres pays, la Tunisie, tout ça, mais le Sénégal est 2 fois plus cher, et c'est à ce niveau-là que le bas blesse. D'accord, mais vous l'avez évoqué tantôt, il y a la question du développement. Donc, si on reprend les propos du chef de l'État, le développement a un prix qui doit être supporté en partie par les usagers aussi. Oui, non, on n'en discrimine pas. Aujourd'hui, tous ceux qui font le choix d'emprunter l'autoroute à péage vont payer, cela va de soi. Mais on ne peut pas aussi mettre sur le dos des usagers des prix assez exorbitants. Il faut quand même que l'État puisse revenir avec, parce qu'aujourd'hui, si même il a signé des conventions avec EFAGE, il appartient à l'autorité. D'ailleurs, dans le premier cas, on avait dit que le chef de l'État avait refusé d'aller inaugurer parce qu'il a dénoncé la cherté du prix. Donc, vous voyez, lui-même, il est conscient que ce n'est pas parce qu'on a aménagé des infrastructures que les usagers vont être obligés d'endosser toute cette responsabilité financière. Le débat ne se trouve pas à ce niveau. Le débat, c'est de voir
un premier pas a été fait et l'État doit continuer à étudier les possibilités, les modalités pour arriver à une baisse du prix du péage qui est encore cher. Et c'est vraiment cher. Et les usagers, ce n'est pas à eux de supporter la cherté du prix. D'accord, voilà. Donc, Abdou Karim Diakhaté, avec l'inauguration de cette infrastructure routière, l'autoroute AIBD, Diamniadio AIBD Sindia, quelle lecture faire d'abord de cette infrastructure et puis du coup également? Merci Mamanta. Je pense, comme l'a dit mon frère homonyme Abdou Karim Diarra, effectivement, je pense que l'inauguration de ce tronçon de route à péage s'inscrit un peu dans une continuité logique. Donc ces travaux d'infrastructure ont été débutés par l'ancien régime, par en l'occurrence M. Abdoulaye Wade, qui était véritablement un bâtisseur en ce domaine-là. Et le président Macky Sall est sur cette véritablement pour faire en sorte que l'interland sénégalais soit pourvu en infrastructure, ce qui est tout à son honneur. Seulement, c'est vrai, on l'a souligné plusieurs fois, il est évident que les coûts de cette autoroute sont devenus finalement assez onéreux, quelque part, et je pense qu'il y a une explication pour cela. En fait, il s'agit donc du tronçon Diamniadio-Mbour, en fait. Je pense que c'est le tronçon donc jusqu'à Sindia qui a été inauguré. Il reste la partie qui va jusqu'à Mbour. Et donc tout ce tronçon devrait coûter effectivement, je pense, 1600, ce qui est quand même encore plus cher que le premier tronçon. Bon, maintenant, le problème se situe à quel niveau? Est-ce que c'est pas en fait au niveau du premier contrat qui avait été signé à l'époque avec donc le premier constructeur, en l'occurrence FH et autres? Mais toujours est-il que, quelque part, si on fait la comparaison avec les pays de la sous-région, comme l'a dit Karim Diarra, on se rend compte qu'effectivement les coûts sont très élevés. Les coûts vont être supportés par la population, c'est évident. Mais il faudrait faire en sorte que, quelque part, qu'au niveau du gouvernement, on se rend compte un peu que c'est vrai que ces infrastructures ont un intérêt évident pour déjà, ne serait-ce que faire en sorte que l'aéroport de Diass, l'aéroport Blaise Diagne, soit désenclavé, mais en fait faire en sorte aussi que l'interland, en allant vers Mbour et Kaolack, puisse être, disons, suffisamment pourvu. Mais on se rend compte, effectivement, pour revenir au coût, que par rapport à la sous-région, nous l'avons souligné, c'est excessif. C'est excessif dans la mesure où on a fait un calcul au Maroc. L'autoroute entre Dakar et Casablanca, pour une distance de 86 km, ne coûte pas 25 dirhams marocains, moins de 1400 francs. Pour toute cette distance-là, moins de 90 km. À Mbour, à peu près 24 km, on va donc payer les 3000 francs qu'on a relevés, c'est quand même un peu cher. Même si, effectivement, le président de la République a plus ou moins instruit ceux qui ont fait cet ouvrage pour avoir une diminution, c'est toujours bien à prendre, mais il faut toujours faire en sorte que les prix soient revus encore à la baisse pour cadrer vraiment avec ce qui se fait un peu partout. D'accord, voilà. Nous allons passer à la communication de l'État, bien sûr. Je l'ai annoncé tantôt, une communication, disons, à vérifier assez désastreuse. Pourquoi je dis cela? Parce que donc, lors de cette inauguration, le chef de l'État qui se met au volant pour rouler donc à vive allure avec son Premier ministre à côté. Alors, Abdou Karim Diarra, comment qualifier cette image du chef de l'État qui inaugure, qui se met au volant à côté de son Premier ministre? J'avoue que ça ne m'a pas dérangé. Parce que c'est la communication par exemple. L'exemple, le fait de dire, moi, chef d'État, je me suis rabaissé à un tel niveau humain, prendre un véhicule, faire le premier paiement du péage. Ça veut dire que au-delà de ça, tout le monde, tout citoyen doit continuer dans cette dynamique d'exemple où, au-delà même de l'acte de l'autoroute à péage, que nous tous citoyens, nous soyons solidaires de ce qui se fait dans ce pays en termes de comportement, en termes d'actes de citoyenneté, en termes de respect des symboles étatiques, tout ça. Et à ce niveau, par contre, là où peut-être que vous me direz, c'est vrai que l'autoroute à péage, c'est une infrastructure où on roule à vitesse. Peut-être les gens pourraient
de voir le chef de l'État rouler à une vive allure. Mais à ce niveau, Mme Anta, cette communication... Mais c'est une république quand même, le chef de l'État. Il représente une institution, donc rouler à vive allure. À côté de son Premier ministre, il y a des risques quand même pour éviter ce genre de communication bien. Non, j'avoue que si on se place sur la question du risque, évidemment, on peut être gêné parce qu'un petit coup de volant par erreur, ça peut amener à des situations un peu difficiles, à des situations désastreuses. Mais ramenons les choses à une proportion un peu à la limite simple. Mais il y a un protocole d'ailleurs, il doit y avoir un protocole. Il peut bien inaugurer tout en étant dans la voiture avec son chauffeur peut-être. Non, avec le protocole, disons. Non, justement, c'est-à-dire que Maman, c'est là où je veux qu'on revienne à des proportions simples. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État pose de tels actes. Je me rappelle au Méridien, il y a eu des inaugurations de véhicules, même souvent certains bus, tout ça. Le chef de l'État a eu à prendre le volant. Même en tant qu'ingénieur, il a eu à monter dans des engins lourds de travaux. Vous avez dit ingénieur différent du chef d'État. Non, c'est qu'en fait, c'est là où il faut quand même qu'on évite, pour une simple volonté de transformer les choses en des situations où on les présente dans des tableaux qui ne s'y est pas. Abdou Karim Diarra, on a vu l'exemple également lorsque le chef de l'État s'est rendu au Pakistan, si je ne me trompe, avec des armes à feu qu'il a eu à manipuler. Donc ces images, vous voyez, chaque fois donc il y a une communication assez désastreuse, disons. Que non, c'est vous qui qualifiez cette situation de... donc vous analysez, comment analyser ces images? Ce n'est pas alarmant. Non, je les analyse au premier degré. Aujourd'hui, quand Obama prend un fusil aux États-Unis, vise un objet, ça ne fait pas un scandale. Et pourquoi ici le chef d'État a pris une arme, il a visé, c'est dans quel contexte? Et puis, parce que la communication, il faut la contextualiser pour amener une certaine explication par rapport aux objectifs poursuivis. Et je ne veux pas être dans une dynamique de contestation de l'accent à apprécier la valeur communicationnelle. C'est ça, à ce niveau-là, que je me situe. J'aborde toutes ces questions avec une prudence qui sied à une réflexion poussée en disant que, écoutez, c'est pas parce que le chef de l'État a posé certains actes ou certaines images qu'il va falloir ipso facto dire que ça entre dans une approche catastrophique. Non, je ne suis pas dans ça. Il faut quand même paramétrer les choses en fonction des réalités, en fonction des contextes. Et ce jour-là, ce serait mal placé que le chef de l'État qui inaugure l'autoroute, le nouveau tronçon de l'autoroute à péage, qui a pensé avec son Premier ministre montrer aux Sénégalais que même moi, chef de l'État, je suis le premier à payer mon péage. Et même n'oubliez pas, lorsque le président, à la veille de la Tabaski, il est parti acheter, discuter au forail, mais bon, c'est une communication, c'est-à-dire qu'on l'accepte. De 300 000, mais au moins, Mme Anta, un chef d'État quand même, le président de la République n'est pas un Abdou Karim Diarra. Mais Abdou Karim Diarra, il y a de la communication incitative également. Est-ce que le chef de l'État, peut-être, c'est juste un exemple, en guise d'exemple, la veille de la Tabaski, aller marchander par exemple une chèvre, disons, c'est juste un exemple, une chèvre. Le Sénégalais lambda, le citoyen, le père de famille qui ne peut pas débourser peut-être ses 300 000 francs ou bien plus pour avoir un mouton de Tabaski, peut également acheter une chèvre. En guise d'exemple, le chef de l'État a acheté une chèvre je ne suis pas d'accord. Lors de la Tabaski. Non, je ne suis pas d'accord. La communication... Incitative, je veux dire. Non, la communication incitative répond et obéit à des normes. C'est-à-dire que finalement, si vous allez avoir les contre-effets négatifs de la communication en voulant donner l'exemple d'un chef d'État qui achète une chèvre. Là, ça ne devient pas si sérieux parce qu'on sait que le chef d'État ne va pas tuer une chèvre pour la Tabaski. Il y a assez de moutons, il va acheter son mouton et à un niveau acceptable. Il ne même pas marchander, il n'avait même pas marchander. Mais pourquoi en Europe, aux États-Unis, le chef de l'État a cette approche de proximité, marcher dans la rue,
discuter avec les gens avec une certaine familiarité. Le chef d'État qui quitte son palais pour aller faire sa prière, marcher dans la rue accompagné de son service de protocole. Mais à la limite, il a été élu, mais il reste un humain, il reste un Sénégalais avec nos tares, avec nos habitudes, avec nos comportements. Je sais, oui, mais il y a le mythe quand même qu'il faut préserver. Non, le mythe, il est toujours là. Le mythe, c'est pas parce qu'on pose ces actes, parce que ce sont des actes de communication incitatifs, mais qui ne détruisent pas le mythe. Le mythe, il est toujours organisé parce que l'État, comme disait l'autre, c'est une construction métaphysique qui s'impose à nous. Macky Sall est le chef d'État, il reste le chef de l'État. D'accord, donc nous allons rester dans ce même sillage avec Abdou Karim Diakhaté. Alors cette communication du chef de l'État en inaugurant donc l'autoroute AIBD, Diamniadio AIBD Sindia, qui s'est mis au volant en roulant à vive allure. Comment est-ce que vous avez cette image? Est-ce que vous partagez l'avis d'Abdou Karim Diakhaté? Écoutez, Mamanta, moi je comprends bien ta préoccupation, mais bon, moi personnellement ça ne me heurte pas tellement, parce que je suis peut-être un peu habitué à voir des chefs d'État, à être avec des chefs d'État qui conduisent eux-mêmes des véhicules, souvent des militaires, qui conduisent à des vitesses excessives. Seulement, bon, c'est vrai que je comprends que pour le cas sénégalais, ça fait quand même un peu tilt. C'est vrai qu'il y a des risques, mais bon, c'est des risques limités. C'est une manière de communiquer. Le chef de l'État qui inaugure donc une infrastructure routière, surtout une autoroute à péage, où effectivement il faut rouler vite. Donnez l'exemple, en allant acheter son ticket de péage, passer lui-même sur lui avec une certaine allure. Bon, c'est vrai, on peut parler de vitesse, il y a le risque, il est avec son Premier ministre et tout, mais c'est des risques calculés. Il est évident qu'il y a une sécurité avec lui et tout cela. Et justement, c'est là le charme de la communication. On montre le chef de l'État comme un citoyen lambda qui prend l'autoroute et qui va. Maintenant, là où éventuellement je te rejoins, c'est que quelque part aussi, trop de communication peut tuer la communication. Parce qu'on est dans un pays où les gens sont assez frileux. On a parlé un peu de l'exemple de son passage au Pakistan où il avait tenu une arme. Les gens l'ont interprété de n'importe quelle manière. C'est vrai que l'État sanguinaire. Oui, bon, non, en fait, bon, c'est vrai que les gens ne vont pas aller jusque-là, parce que de toute façon... L'opposition a parlé de violence, c'est son droit. Mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, parce qu'un chef d'État qui est... Bon, si c'est un chef d'État militaire qui prend une arme, bon, ça se comprend. Mais un civil avec une arme, déjà, c'est quelque chose. Et puis bon, ici, on a, disons, cette... comment le dire, en fait... cette attitude négative un peu par rapport à tout ce qui est violence et autres. Mais bon, pour l'inauguration de l'autoroute, je pense que bon, c'est un geste quand même assez banal, finalement. D'accord. Voilà, donc nous allons parler toujours d'inauguration, mais cette fois-ci de la centrale solaire de Bokhol. Donc c'était cette semaine également. Inauguré cette centrale solaire et dans toute la presse en une nous avons donc noté, ce qu'on a noté comme information, c'est que c'est la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Alors qu'au Ghana, depuis 2015, en octobre 2015, donc on a eu à inaugurer une centrale solaire avec une capacité de 155 mégawatts, donc alors que celle inaugurée par le chef de l'État est de 22 mégawatts. Cette communication du chef de l'État, de l'État plutôt, assez manipulatrice, ou bien vous ne serez pas... Ça a été une communication catastrophique. Et d'ailleurs, Karim, à mon homonyme, ce qui a fait tête dans mon esprit, je suis allé jusqu'à regarder sur Internet, est-ce que le Ghana fait partie de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que le Ghana fait partie de la CEDEAO? Parce que, à la limite, c'est tellement banal. On a entraîné le chef de l'État dans une communication qui, ma foi, aujourd'hui, révèle les limites du système communicant du chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas vanter, à 2 pas d'ici, inaugurer la centrale solaire la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Or, en octobre 2015, le Ghana a inauguré et lancé une centrale où, si la centrale de Bokhol est estimée à un investissement de 17 milliards, vous savez la centrale du Ghana, c'est combien? C'est 250 milliards. C'est pratiquement 650 000 panneaux solaires. Et ça fait partie, la centrale solaire du Ghana fait partie des 4 plus grandes centrales au monde. Il n'y a que 3 centrales au monde qui sont supérieures à celles inaugurées au Ghana. Et comme dit Mme Anta, c'est 155 mégawatts, alors qu'ici, c'est 20 à 22
mégawatts. Et c'est là où, véritablement, tout le charme de cet investissement, tout le charme qu'on devait pouvoir retirer de cet acte très appréciable, tout ce charme a été fondu par cette mauvaise communication. Je suis désolé, la centrale de Bokhol n'est pas la centrale la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Ça, il faut rectifier véritablement cette erreur de communication du chef de l'État, et puis on a entraîné le chef de l'État dans cette erreur. Et c'est ça qui m'a fait. Aujourd'hui, il suffisait de faire une petite recherche. On n'a même pas besoin de son service de communicant, une petite recherche pour voir en Afrique de l'Ouest, et au niveau du ministère de l'Énergie, je suis désolé, mais on pouvait avoir, ils sont tout le temps dans les rencontres internationales, non, dans les rencontres africaines, ils doivent avoir la panoplie des réalisations des centrales solaires en Afrique, et ne pas entraîner le chef de l'État dans cette affaire. Et je suis désolé, et là, Mamanta, par contre, si je banalise un peu ce que le chef de l'État a fait sur l'autoroute à péage en conduisant son véhicule avec le père, mais par rapport à la centrale solaire de Bokhol, ça a été une erreur catastrophique. Vous avez dit que c'était catastrophique. Mais est-ce que ce n'est pas de la manipulation également, des déclarations mensongères du pouvoir? En fait, je pense que là où il y a problème, effectivement, c'est que effectivement, la communication n'a pas été bonne, dans la mesure où les gens n'ont pas communiqué sur ce qu'il effectivement fallait montrer aux gens. Le problème n'est pas de... Parce que c'est ça le drame dans nos pays. Vous allez en Côte d'Ivoire, on dit qu'on a le meilleur tel réseau de tel ou tel. Vous allez au Ghana, au Togo, au Bénin, un peu partout dans ces pays-là, on pense qu'on est la référence. Le problème qui se pose en fait pour nos pays, c'est ça le problème. Vous allez au Maroc, il y a la centrale de Ouarzazate, qui est, je pense, la plus grande centrale solaire du monde, sinon l'une des plus grandes. C'est une chose qui est connue. Quelque part, veut s'inspirer de l'exemple du modèle marocain pour faire ces centrales-là. Le Sénégal, quand même, a eu du chemin dans ce domaine des énergies renouvelables. Parce que quelque part, moi, en fait, si je me rappelle, à la fin des années 90, une fois, j'avais accompagné le ministre de l'énergie de l'époque, Maguette Diouf, c'était du temps du président Diouf. Il inaugurait des... comment on les appelle? En fait, c'est une centrale, mais de l'électricité avec photovoltaïque au niveau des villages de Ndiébel, je crois, et Djaoulé. C'est dans le Sine et le Saloum à l'époque. C'était avec les GTZ, les Allemands. Quand on voit le chemin qui a été fait depuis, avec l'agence sénégalaise d'électrification rurale, avec tout ce qui a été fait pour électrifier les villages et autres, on se rend compte que le Sénégal a quand même fait du chemin. Les gens auraient pu communiquer sur tout cela. Et il y a des projets d'envergure qui sont prévus dans ce cadre-là. Bokhol n'est qu'un élément parmi d'autres. Dans quelques mois, je pense qu'ils vont inaugurer une centrale au niveau de Mbour, vers Malicounda, je crois. Il y a d'autres centrales, d'autres projets qui sont prévus. Mais il y a également une centrale éolienne qui est prévue à Taïba Ndiaye, dans la région de vers Thiès, en fait, au nord de Thiès. Alors la communication devait être tout autre. Tout autre. Et par exemple, cette centrale de Taïba Ndiaye, une centrale éolienne qui va comporter, je crois, 48 éoliennes pour, disons, une capacité de 150 mégas, c'est quelque chose. Ça se rapproche de la capacité ghanéenne. Mais ce n'est pas encore fait. C'est un projet. Par contre, la centrale de Bokhol, c'est une première réalisation, c'est très bien. Il ne faut pas quand même jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il y a d'autres centrales qui sont prévues. On devait faire un package pour dire que dans le cadre global, en tout cas de la vision du chef de l'État dans cet aspect, il y a déjà telle et telle chose qui a été faite. Mais attendre donc de sortir ça pour dire que véritablement, bon, on peut le comprendre parce que quelque part on est dans une phase de pré-campagne. Ça, il faut le dire. Tout ce qui va être posé sera, disons, interprété d'une certaine manière. Maintenant, c'est aux communicants donc, qui travaillent pour le chef de l'État de savoir raison garder. Parce que les gens aussi, bon, ils analysent. Les populations, on ne leur dit pas des choses qu'ils ne peuvent pas voir. C'est vrai que la centrale de Bokhol est quand même une grande infrastructure. C'est quelque chose qui va alimenter au moins presque 180 000 foyers, je crois. C'est quelque chose. Une capacité de 20 mégas, bon, quelque part, ce n'est pas petit. Même si c'est 10% de la capacité de la centrale ghanéenne, ça va permettre de venir en appoint au réseau de la Sénélec. C'est quelque chose. Les centrales qui vont être créées bientôt, on a parlé de centrales vers... on en parlait de Mewan, je crois, de Merché. En tout cas, il y a un certain nombre de centrales qui vont être créées
pour une capacité de 140 mégas. Mais c'est bien, c'est très bien, mais c'est encore très loin de ce que nous voulons. Parce que figurez-vous que presque 60% de la population sénégalaise, en fait, disons, de la population urbaine citadine a accès à l'électricité, pour seulement moins de 30% pour les ruraux. Imaginez ce que l'électricité peut faire au niveau des villages. C'est là où il faut accentuer le truc. D'où donc la question qu'on se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas également essayer d'alléger l'accessibilité au matériel solaire, par rapport donc à l'accessibilité du matériel solaire, ce qui pourra occasionner un impact sur la facture énergétique de l'État et corriger d'autres... Il y a des aménagements. Disons que ce que Karim dit, c'est que le processus est vraiment enclenché du système photovoltaïque aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de plein pied dans le mix énergétique. C'est-à-dire, toutes ces centrales qui vont Bohol, les centrales de Mekhe, de Meouane, dans le Sine Saloum, Taïba Ndiayène, ce sont des centrales qui vont profiter du mix énergétique pour apporter un surplus dans la production de Sénélec. Mais en même temps, je sais que l'État, avec l'ANER, l'Agence nationale des énergies renouvelables, l'État a réfléchi sur un dispositif d'accompagnement pour faire en telle sorte que tout le système de production issu de l'énergie solaire, du mix énergétique, puisse être accompagné par un dispositif institutionnel qui est déjà mis en place, mais un dispositif incitatif qui permet d'abaisser les charges. Or, le problème qui se pose, c'est que si le chef de l'État veut réussir le pari au-delà des 60% du taux d'électricité urbaine, c'est surtout le pari de passer de 30% à 60% pour les ruraux. Il faut que l'électricité soit moins chère au niveau des villages. Et les villageois ont posé le débat. Aujourd'hui, il y a des villages qui ont été raccordés au système de production de la Sénélec, mais les villageois disent que le prix est trop cher, et le coût est élevé. Et c'est heureux que le chef de l'État ait annoncé en début janvier que véritablement on va vers une baisse du prix de l'électricité. En même temps, cette baisse va s'impacter pour les citadins, tout comme pour les ruraux. Mais je dis, Mamanta, que c'est vrai, il y a un processus qui est là, il y a des efforts énormes qui ont été faits au niveau de la qualité du travail fourni par la Sénélec, parce qu'il ne faut pas faire la fine bourse. C'est un peu difficile au début pour la Sénélec. Et d'ailleurs, moi, j'étais des journalistes qui disaient que quand on a nommé Matar Cissé, on l'a fait quitter ministre directeur de cabinet pour l'envoyer à la Sénélec. D'autres pensaient que c'était une punition, qu'il allait au purgatoire. Mais je dis non. L'homme, aujourd'hui, a réussi à relever ce défi. Autant à l'interne, au niveau du travail de la Sénélec, ils disent beaucoup de bien du DG de la Sénélec. À l'extérieur aussi, il y a des efforts sensibles. Le taux de coupure de courant, si je ne me trompe pas, qui était à 800 et quelques heures, est descendu jusqu'à 80 ou 40. En tout cas, il y a des efforts. Et comme je dis, moi, je ne suis pas du genre à prendre le bébé et jeter avec l'eau du bébé. S'il y a des efforts qui ont été réalisés dans ce domaine, il faut les saluer, accompagner cette dynamique, et puis c'est pour le bien, parce que la finalité, c'est le bien des Sénégalais. La finalité, ce n'est pas pour le bien du chef de l'État, pour le bien mais c'est que les Sénégalais sentent qu'il y a des efforts qui ont été faits et que l'État est assez conscient pour continuer dans cette dynamique. Voilà, Karim Diakhaté, au-delà de cette baisse annoncée par le chef de l'État, la baisse du prix de l'électricité d'ici janvier 2017, on doit également poser le débat autour de l'accessibilité du matériel solaire, par rapport donc à son allègement, le prix. Absolument. En fait, je pense que, bon, c'est vrai que les énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, ces énergies ont besoin effectivement d'un accompagnement. Il est évident que les populations, pour avoir accès à ces sources d'énergie, doivent y mettre un peu aussi du sien, mais l'État doit réfléchir véritablement à des stratégies pour permettre effectivement à ces ruraux d'avoir accès à cela. Mais moi, en fait, ma préoccupation, c'est surtout au niveau de l'entretien de ces outils-là. Parce que vous savez que ces centrales, quoi qu'on dise aussi, doivent être entretenues. Il faut effectivement de la maintenance pour faire tourner les choses. Faire aussi en sorte qu'il y ait
des formations diplômantes par rapport à tout cela, former des gens, des techniciens qualifiés pour gérer toutes ces infrastructures, permettre effectivement, comme vous le dites, aux populations quand même qui n'ont pas certains trucs, d'avoir accès aussi bien au matériel, mais avoir accès en fait à toutes ces commodités dont elles sont privées. Parce que voyez-vous en fait au niveau effectivement des îles du Saloum ou autres, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'une petite lampe peut représenter pour les gens. Des gens qui peuvent être là pendant des années, qui ne connaissent pas la lumière. Disposer de ça leur permet véritablement d'être de plein pied dans la modernité. Et on ne peut pas effectivement priver toutes ces populations, en tout cas de ces commodités, bon, sont toutes banales pour nous autres citadins. Donc c'est un peu ça. Maintenant, c'est un autre challenge, parce que nos pays ont des problèmes déjà de survie. On parle de sécurité alimentaire et autres. Bon, l'électricité, pour certains, est toujours un luxe. Maintenant, comment concilier le souci de faire en sorte que les autres, disons, parties de la population puissent avoir accès à cela, et aussi à, en tout cas, un prix accessible. C'est tout là le problème. Voilà. Donc, Actu en 7 se poursuit. Nous recevons aujourd'hui Abdou Karim Diarra. Il est le rédacteur en chef du quotidien Le Témoin. Karim Diakhaté, directeur de publication de Chat Vision. Actu en 7 qui se poursuit toujours avec bien sûr le grand oral du Premier ministre Mahamat Boun Abdallah Dionne. Il s'est rendu à l'Assemblée nationale face aux députés pour son grand oral. Juste rappeler que donc, la régularité de ce face-à-face du Premier ministre avec les députés n'a pas été respectée. Alors nous allons revenir sur son face-à-face avec les députés, puis essayer d'analyser également la situation dans la non-régularité de ce rendez-vous qui devait tenir tous les mois. Oui, j'avoue que la République a ses séquences. Et ce sont des séquences organisées. Et parmi celles-ci, le fait que le gouvernement puisse s'expliquer devant la nationale, je crois que c'est un moment fort de la vie d'une République. Et les députés étant les représentants du peuple, ont la voix du peuple, ont le relais du peuple, et certaines préoccupations du peuple, ces députés se l'endossent et essayent d'aller pousser le gouvernement à des explications. Et j'avoue que sur le format, j'apprécie bien une telle séquence qui permet, parce qu'en dialoguant avec les députés, le gouvernement apporte un certain nombre de réflexions par rapport à des préoccupations, et ce sont des réflexions qui, soit elles sont acceptées, soit elles sont partagées ou elles sont rejetées. Mais quel que soit alpha, il y a une réponse. Le fait de ne pas avoir cette réponse, c'est là où ça pose un problème, d'une part. D'autre part, c'est la régularité. Supposez-vous que la dernière rencontre entre le gouvernement à travers une telle séance et l'Assemblée, ça remonte à 8 mois. 8 mois, c'est trop. Et le Premier ministre lui-même avait donné des engagements et des gages pour dire que dans la plus... c'est pas l'approche la plus idoine à ce niveau, c'était de faire cette séance tous les mois. Une fois par mois, d'aller s'expliquer devant les députés, mais rester 8 mois sans aller discuter avec la représentation nationale, je crois que c'est là où tout a été faussé. Et Mohamed Dionne a pris l'engagement de rectifier le tir, et on va l'observer pour voir si véritablement il va respecter encore sa parole. Vous êtes en train de saluer ce face-à-face avec les députés, même si les questions sont préparées à l'avance, même si certains qualifient cela du maquillage, comme disent certains. Est-ce que cela peut être... Est-ce qu'on doit saluer ce qui est déjà préparé au préalable? Non, en fait, ça dépend du format sur lequel le règlement intérieur de l'Assemblée et le gouvernement se sont mis d'accord. Or, il est bien heureux que les députés déposent le plus souvent sur la table du président de l'Assemblée nationale des questions écrites en soulevant un certain nombre de préoccupations. Et ce sont ces questions écrites qui sont soulevées par ces députés, qui sont envoyées par ces députés au président de l'Assemblée, et que ce président de l'Assemblée transfère au gouvernement. Mais donc, le gouvernement a le temps de préparer les réponses. Soit
le format, il est changé. On dit aux députés, par rapport au règlement intérieur, parce que tout est mis dans le règlement intérieur de l'Assemblée, écoutez, on va plus, le député n'a plus la possibilité de faire des correspondances écrites, des questions écrites au président de l'Assemblée. Il n'a qu'à attendre le jour où on va fixer le rendez-vous avec le Premier ministre pour envoyer les questions. Tout cela, ça dépend du format. Maintenant, vous savez, Mme Anta, on est dans un champ politique. Et le champ politique, entre ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent, vous n'allez jamais avoir une certaine convergence sur des approches. Chacun va tirer la couverture en soi. Mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas du fait que, du moment que, pendant longtemps, nous, la presse, on a relié que tel député a envoyé une question écrite au président de l'Assemblée nationale sur tel problème, tel problème, tel problème. Il n'appartient pas au président de l'Assemblée de répondre, c'est au gouvernement, en l'occurrence le Premier ministre et les ministres. Même s'il n'y a pas d'échange, même si le Premier ministre répond après, il n'y a pas une autre question. Donc les questions sont déjà cuisinées à l'interne. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que le Premier ministre s'est adressé pendant 2 à 3 heures de temps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que si au niveau de l'Assemblée, parce que ce n'est pas la même chose lors des débats d'orientation budgétaire et des débats du vote des budgets du ministère, des ministères en fin d'année. Chaque situation a un format précis. C'est à eux, au niveau de l'Assemblée, de définir le format. Ce n'est pas à moi de le dire que le format que vous avez agréé, vous, députés de l'Assemblée nationale, on va le remettre en cause. Toujours est-il que les députés ont posé des questions. Les réponses ont été apportées par le Premier ministre et les ministres concernés par rapport aux préoccupations soulevées. Je ne vois pas de problème à ce niveau. Abdou Karim Diarra, alors ce grand oral de Boun Abdallah, du maquillage? Bon, écoutez, moi, mon sentiment est que, bon, quel que soit le format proposé, bon, on trouvera toujours à le dire. Hein. L'essentiel est que, bon, c'est un exercice que nous apprécions. Il faudrait effectivement que de temps en temps, comme il l'avait promis du reste, que le Premier ministre puisse venir, bon, au niveau de la représentation nationale, s'adresser aux députés. Tous les mois, respecter la régularité. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur ce plateau, j'avais dit que ce n'était pas possible. Tous les 15 jours. Même tous les mois, c'était un peu rébarbatif, parce qu'on serait obligé de répéter pratiquement les mêmes choses. Mais bon, disons de manière régulière, en fait. Même au moins 2 fois dans les 6 mois, en fait, ce serait assez raisonnable. Mais bon, toujours est-il que c'est un exercice qui est quand même convenable. Le seul problème qu'on peut évoquer éventuellement, c'est le manque d'échange, comme vous avez eu à le dire. Il n'y a pas d'échange interactif. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, de propos, qu'on donne à l'opposition aussi la possibilité de pouvoir poser des questions par rapport à des réponses. C'est bien vrai que le chef du gouvernement peut être là, décliner, disons, ces trucs par rapport à des problèmes définis. Certains ont ironisé en parlant de dictée préparée. Mais bon, l'essentiel est qu'ils puissent apporter des réponses aux préoccupations. Parce que quelque part, le député, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, est là pour ses mandats. Il doit faire en sorte que les préoccupations des populations, de l'opinion en fait, de manière générale, soient disons, reprises à bon compte. Maintenant, on peut toujours épiloguer par rapport au contenu même des réponses, par rapport à l'angle de communication qui a été défini. Bon, mais toujours est-il que les gens trouveront soit ce qu'ils venaient demander, ou bien laisseraient en suspens des problèmes ou des sujets qui n'ont pas été évoqués. Prenons par exemple le cas par exemple du pétrole, dont on a beaucoup parlé, donc de nos ressources naturelles. Quelque part, le gouvernement a en tout cas initié une communication, disons, très performante, il faut le dire, très efficace, parce qu'ils ont déjà préparé donc, des réponses par rapport à ça, et ma foi, on ne pouvait même pas trouver, disons, quelque part, une faille pour éventuellement, parce que bon, les contrats sont publiés, voilà, tout est clean, et voilà, basta, il n'y a plus rien à dire. Il faudra attendre éventuellement d'autres développements ultérieurs, et ça ne manquera pas, parce que j'ai entendu un leader de l'opposition dire qu'il allait encore sortir d'autres contrats. Vous voyez, donc c'est comme une arlésienne, on n'en sort pas. Donc il aurait fallu au niveau de l'Assemblée que tout cela soit épluché, disons, discuté.
Il y a un rapport dont le Premier ministre parlait d'abord, qui devait être publié en octobre, par rapport à cette question du pétrole. Le rapport de l'ITE, je ne sais pas, il en avait parlé. Non, mais le rapport est publié. Ça a été publié. Le rapport d'initiative des industries extractives a été publié récemment, je crois, ça fait quelques jours. Mais bon, c'est un rapport de plus. Bon, c'est un bon rapport, quelque part. Ils ont expliqué ce que les gens devraient pouvoir savoir par rapport à tous ces contrats-là. Mais toujours est-il qu'il y a encore comme une attente de vraiment comprendre. Quelque part, certains se disent qu'il faudrait que le chef de l'État lui-même monte les créneaux pour que véritablement qu'il n'y ait plus de discussion par rapport à ça. Parce que vous savez, même le Premier ministre a un peu, disons, s'est un peu moqué de l'opposition en disant à Mounioub de Courage, je pense que vous connaissez mieux Franck Timis que nous. Bon, je pense que c'était un peu pour apporter une note humoristique au débat, mais toujours est-il que les gens attendent de voir en fait leur soif étanchée. Ce qui est loin d'être le cas, en tout cas pour ce dossier précis. Bon, mais sinon, pour beaucoup d'autres aussi, on a vu que quelque part, la santé a été complètement oubliée. Les gens n'ont pas parlé de la santé. Les gens n'ont pas parlé de l'emploi des jeunes. Mais est-ce qu'on peut évoquer tous ces points? Justement, c'est là où il y a problème, parce que s'il y a juste 14 questions qui sont soumises au gouvernement. Le nombre de questions est assez réduit, alors, vous voulez dire? Le temps est réduit parce qu'on ne serait pas à une déclaration de politique générale bis. Il faudrait faire en sorte que le format s'adapte aux exigences de l'heure. Soit le Premier ministre vient pour répondre à des questions précises et on sait qu'il parlera d'agriculture, ou bien il vient en open press, passez-moi l'expression, pour parler de problèmes et laisser les gens discuter avec lui. Maintenant, peut-être le format poserait problème parce qu'on n'en sortirait pas. Je suis sûr que jusqu'à 4 h du matin, les gens seraient là à lui demander... Bon, voilà. Voilà, donc nous allons rester à l'Assemblée nationale toujours et parler de la déclaration du ministre délégué de la requalification et de la structuration des banlieues, Fatou Tambédou, qui juste après ses attaques contre son ministre de tutelle, Diène Farba Sarr, s'est vu limogé donc, du gouvernement. Alors, Abdou Karim Diarra, comment analyser cette situation? Est-ce que c'était le lieu et le moment pour le ministre Fatou Tambédou de faire cette sortie? Je suis désolé par rapport à cette image offerte devant tout le peuple sénégalais par un ministre de la République. Je crois que un État, un gouvernement, l'une de ses postures les plus importantes, c'est la sérénité, c'est l'image de ce qu'il renvoie par rapport aux populations. Et je ne crois pas que l'Assemblée nationale, à un moment précis, devait être le lieu d'un tel déballage. Et à ce niveau-là, je crois que l'ancien ministre Fatou Tambédou est passé complètement à côté de la plaque. Parce que même si elle a avalé des couleurs, même si elle ne s'est jamais sentie dans ses fonctions ni dans le gouvernement, c'est vrai que moi je ne l'ai jamais perçu véritablement comme dans l'action. Et parce qu'elle a avalé des couleurs de son ministre tutelle Diène Farba, je crois qu'il y a des endroits les mieux appropriés pour faire un tel recadrage. L'endroit, c'est 2 niveaux. Le Conseil des ministres, premièrement, ou même demander une audience, rencontrer son Premier ministre, qui est le patron, lui exposer ses préoccupations et même en parler au chef de l'État. À l'interne, on règle cette question. Mais je ne crois pas que devant l'Assemblée nationale et en direct, devant le peuple sénégalais, un ministre puisse se comporter de la sorte. Et j'ai bien aimé la réaction immédiate du chef de l'État, parce que dans ces cas pareils, il faut immédiatement sanctionner, parce qu'en fin de compte, les effets désastreux peuvent aller jusqu'à atteindre le chef de l'État. On aurait dit que ce n'est pas un homme de poigne, ce n'est pas un homme de rigueur, ou ce n'est pas un homme qui prend une responsabilité. Quand on sait de sa propre famille, il y a des dérapages, il faut remettre les gens dans l'ordre, dans le droit chemin. Et le limogeage de Fatou Tambédou, je crois, entre dans cette logique. De ses fonctions, donc à Fatou Tambédou, après sa déclaration contre ses attaques, disons, après contre Diène Farba. Autant on peut regretter effectivement l'image malheureuse qu'on a vue hier,
autant on peut apprécier aussi la diligence avec laquelle le chef de l'État a pris la décision de la sortie du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas se réjouir un peu de ce qui peut arriver à quelqu'un, quelles que soient par ailleurs les frustrations et les vexations. Là, je vais juste vous rappeler la fameuse tirade, la fameuse phrase de Jean-Pierre Chevènement, qui a été ministre sous Mitterrand en 81, je crois, ministre de la Recherche. Au moment de démissionner, il a dit « Un ministre, ça ferme, pardonnez-moi l'expression, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ». C'est tout aussi simple. Quand on a un problème, surtout au sein d'une équipe, mais une équipe, il y a un coach. C'est comme dans une équipe de football, des joueurs qui se bagarrent, mais l'entraîneur est obligé de prendre une décision. Ce n'est pas là, sur le terrain, qu'on doit régler ce problème-là. Et surtout, au niveau de l'Assemblée nationale, ce que ça représente pour les Sénégalais, c'est excessivement grave. Bon, peut-être, dans les temps, il y a 20 ans, ça aurait pu passer inaperçu, parce qu'il n'y avait pas le développement des smartphones, des téléphones et autres. Mais maintenant, c'est devenu plus possible. Même au niveau des conseils de ministres et autres, il y a peut-être des informations qui peuvent sointer. On est où là? Le ministre, quel que soit par ailleurs les vexations ou ce qu'on lui a fait subir, ne peut pas porter en public, en tout cas dans un cadre inapproprié, certaines choses. Il aurait fallu effectivement, comme l'a dit Karim, qu'il puisse se rapprocher de son capitaine, en l'occurrence de son supérieur hiérarchique, pour lui faire part de tout cela. Maintenant, heureusement que le chef de l'État a pris la décision qui s'imposait. Bon, voilà. Voilà, donc il nous reste juste quelques minutes avant de clore ce débat. Nous allons donc passer à l'actualité hors de notre pour parler du retrait de quelques pays africains que nous allons citer, donc le Burundi, également la Gambie, entre autres pays africains qui ont décidé de se retirer de la CPI. Votre analyse en quelques minutes, Abdou Karim Diarra, pour clore. J'ajoute à ces pays l'Afrique du Sud. Donc on a 3 États africains et d'autres États africains sont sur le chemin ou menacent de quitter. Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que c'est un système inopérant. La CPI a été mise sur pied, ratifiée pour juger les dirigeants africains. Dites-moi, quel est le dirigeant occidental, européen, quel est le dirigeant américain, asiatique qui a été attiré devant la CPI? Et ça pose un débat. Est-ce que la CPI a été finalement mise en place pour juger uniquement Aujourd'hui, vous allez aux Pays-Bas, dans les prisons, on a Gbagbo, on a Belegoudé, on a d'autres dirigeants africains qui sont en prison. Et c'est là où ça ne peut plus prospérer. Un tel schéma, et je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Maintenant, se retirer de la CPI ne veut pas dire l'impunité dans les pays respectifs. Et il est heureux que certaines voix se lèvent pour dire pourquoi pas ne pas mettre en place une juridiction purement africaine, coachée par des Africains, pensée et financée par des Africains, pour aller vers le sens de gérer les dérapages des dirigeants africains. Et mon niveau de réflexion aujourd'hui, c'est que finalement, je crois que la solution, c'est que l'Afrique ait sa propre CPI pour régler ses propres difficultés. Abdou Karim Diarra. Oui, en fait, la Cour internationale, la Cour pénale internationale avait suscité beaucoup d'espoir, parce que quelque part, elle apparaissait un peu comme, disons, l'impunité de certaines autorités politiques ou militaires. Mais bon, on s'est rendu compte, effectivement, 14 ans, la CPI n'a pas véritablement joué le rôle qu'on attendait. Parce que figurez-vous que, d'ailleurs, au sommet de l'Union africaine en janvier dernier, pratiquement l'Union africaine avait pris la décision, quelque part, de réfléchir à faire un retrait collectif de l'ensemble des pays africains. Donc, imagine un peu, on a parlé d'une cour africaine de justice, éventuellement. Bon, mais si on regarde, effectivement, comme l'a dit Karim, on se rend compte que ce sont des Africains qui sont visés. Pratiquement tous les suspects, enfin, tous les gens inculpés par la cour, soit sont africains, ou bien, bon, attendent de l'être, parce que quelque part, il y a des dirigeants en Afrique qui sont plus ou moins indexés par, c'est le cas du Burundi, par exemple, avec Nkurunziza. C'est ce qu'il craint. Maintenant, est-ce qu'on va encore rester là-bas? D'ailleurs, Yahya Jammeh leur a dit ça. Yahya Jammeh, pas plus tard qu'il y a, je pense, quelques mois, avait déclaré qu'il fallait que la CPI fasse quelque chose par rapport aux États européens qui n'aident pas, en fait, nos migrants, qui les laissent mourir.
on peut rigoler pour cela. C'est vrai, quand on regarde un peu la situation en Gambie, la procureure Fatou Bensouda elle-même est gambienne, mais quand Yaya Jammeh prend la décision effectivement de retirer son pays, bon, c'est vrai que le retrait n'est pas exécutable tout de suite, c'est d'ici un an. Mais on est sur cette tendance-là, c'est un processus. Il faut que les gens sachent véritablement raison garder quelque part, d'autant plus que la CPI coûte très cher. Pratiquement 100 à 130 millions d'euros chaque année, 80 milliards de francs CFA, pour très peu de résultats aussi. Très peu de résultats. 18 affaires, je pense, ont été diligentées. Il y a eu 4 qui ont été jugées, dont un acquittement. Quelque part, on se rend compte que véritablement, il y a encore du travail à faire. Maintenant, si on indexe seulement nos dirigeants, il faudrait aussi qu'au niveau de l'Afrique, on puisse aussi justement dire qu'il faut un voilà à tout cela. Mais en sachant aussi, nous autres Africains, qu'il nous faut une cour qui soit suffisamment à même de faire quelque chose par rapport aussi aux dirigeants qui soit, disons, fassent subir à leur peuple des dirigeants dictateurs, disons. Des dérives, voilà. Voilà. Donc, c'est la fin d'Actu en 7 de ce samedi. Un grand plaisir de vous l'avoir présenté. Merci également à notre chers invités. Abdou Karim Diarra, merci. Merci, Mamanta. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Témoin. Merci également à Karim Diakhaté. Merci bien. Directeur de publication de Tchad Vision. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique du côté de la régie, avec Ramatoulaye Sall Diop, Chartidiane Ndiaye. Grand merci à vous également, Oustaz Hassan Diouf, qui a coordonné ce numéro. Rendez-vous samedi prochain, ce sera dans un nouveau numéro d'Actu en 7. D'ici là, passez d'excellents moments sur Walf TV.